relativement à quelques points qu'également je n'avais pas abordés dans ma première intervention et que je voudrais compléter un petit peu, de sorte que ça nous occupera. Il faut pas quand même que ça soit énorme. J'aimerais que ça soit clos quand même tout un peu avant 6 heures, parce que en général on entraîne, et à ce moment-là, surtout comme le jour tombe plus tôt, on part dans la nuit, il vaudrait mieux que ça soit terminé à peu près à 6h moins le quart. Bon, donc je donne la parole pour ces compliments à Thierry. Avant, je sais pas si les images sont prêtes. Sont pas prêtes, est-ce qu'il y a un tableau qui permet de voir? On pourrait projeter là-bas plutôt, non? Eh oui, et le noir, on n'a pas le noir. On va l'avoir. On aura les rideaux. Je te laisse préparer la salle alors. On va les fermer. Il faut commencer, je te laisse. Il faut 15 minutes. Non, je pense que ce n'est pas prévu de commencer par ça. Il faut quand même 15 minutes pour obtenir le noir, orienter le projecteur. Ce mur-là m'a l'air mieux que celui-ci. Il y a des expositions. Je n'ai que 5-6 images à vous montrer. Et puis si vous avez des facultés, je ne sais pas comment appeler ça, j'appelle ça des facultés, oui, Déjà de retour. Comment ça s'appelle? Des exonérations, c'est pas des exonérations ou autre chose pour aller dans des expositions au musée. Je vous signale celles que j'ai vues, mais il y en a que je n'ai pas vues encore. Celles que j'ai vues étaient très intéressantes. Je vous recommande la visite de Derain, s'il y en a qui ont été voir. Parce que Derain est intéressant. Je donnerai quelques mots sur Derain d'ailleurs. Est intéressant parce qu'il a participé d'une façon active. C'était un grand ami, en particulier de Matisse, mais il y avait d'autres personnes également qu'il a connues. Et qui vivait à son époque, a commencé par Cézanne, je crois. Je ne sais pas s'il a connu Cézanne personnellement, mais peut-être pas. Et tous les participants du cubisme, il a participé et il a inventé, on pourrait presque dire, et je crois qu'il est toujours un des inaugurateurs du fauvisme, et du cubisme également, d'ailleurs, parce qu'on est tenté à l'heure actuelle de le ranger également parmi les inventeurs du cubisme, dans lesquels on préfère en général Braque et Picasso, mais lui-même a inventé également un cubisme d'un style un peu particulier. Ensuite, il a inventé, dans la reprise alors de Cézanne et des baigneuses en particulier de Cézanne, un style cubiste, mais qui se détachait du cubisme. Donc il a traversé et lancé plusieurs écoles, mais il n'a pas été attaché rigoureusement à l'une. Moi j'ai été frappé en particulier, enfin si vous l'avez vu, vous me direz votre avis, j'avais été frappé pour la facture et l'originalité. C'est sa première période qui me semble la plus intéressante. Celle qui se situe aux environs de 1904-1905, qui est celle du fauvisme, où il y a une aisance et une spontanéité de traits, de couleurs, de mise en place tout à fait remarquable. Au moment où il a travaillé avec Matisse, qui est toujours resté très lié avec lui d'ailleurs. Bon, mais enfin, je ne faisais ça que pour indiquer. Il y a également une autre que je n'ai pas vue. C'était celle sur Rubens. Les portraits de Rubens qu'il faudrait que je voie. Toi, tu les as vus. Quel est ton avis dessus, alors? Il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre à mon sens, mais ça c'est un peu attendu dans la mesure où les portraits ne sont pas toujours de sa main. C'est au Luxembourg, oui c'est ça. C'est au Luxembourg. Il y a 3-4 chefs-d'œuvre quand même, notamment un autoportrait. À Beaubourg voilà, un portrait de Catherine de Marie de Médicis aussi, qui vient du Prado. Donc il y a 2-3 portraits qui sont totalement de sa main et qui sont assez extraordinaires. Et d'autres qui sont visiblement des choses d'atelier, de copie. C'est toujours bien de voir de grands Rubens, de 3, mais c'est pas toujours ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire une concentration de chefs-d'œuvre comme au Prado ou à Anvers, où là on a des grandes compositions. Et là on peut effectivement ouvrir éventuellement un débat, mais c'est quelque chose qui concerne
les gens qui ont étudié, qui sont assez partagés sur ce sujet, Rubens, à savoir par exemple que la fameuse galerie Médicis au Louvre ne tourne pas entièrement de sa main, même très peu de sa main. Donc les esquisses sont de lui. D'ailleurs, il distinguait très nettement pour les prix, ce qui est entièrement de sa main, ce qui n'est fait qu'avec ses étudiants, enfin ses élèves tout au moins, qui étaient spécialisés dans l'exécution par exemple des paysages ou des animaux. Donc c'était un travail divisé dans l'atelier, et puis ce qu'il aura esquissé au départ. Donc évidemment, l'esquisse c'est toujours de lui, et on a de très belles esquisses, mais on voit la différence entre les esquisses et... Alors là il s'agissait de portraits de Rubens concernant les grands de ce monde, les princes. Alors donc on n'a pas de portraits qui sont à mon avis beaucoup plus beaux d'Hélène Fourment par exemple, sa deuxième femme. Vous avez Brandt, sa première femme, où là on a de très 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 grands portraits, plus mais c'est au Louvre, oui, Hélène Fourment. Oui. Il y en a un au Louvre, oui. Ah, on va toujours voir, d'ailleurs, qui est parfois en déplacement, mais il est très très beau celui-là, oui. C'est un des plus beaux. Donc c'est bien, il y a un autoportrait qui est magnifique, qu'il a offert d'ailleurs à Charles Ier, le roi d'Angleterre de l'époque, comme une sorte de témoignage princier de son talent. Donc on qualifie comme prince, peintre des princes, mais prince des peintres. C'est l'expression qui était utilisée. Mais effectivement, c'est une exposition à voir si vous ne connaissez pas beaucoup Rubens, mais il vaut mieux quand même voir. Si vous avez l'occasion d'aller à Anvers, par exemple, là vous avez une concentration de chefs-d'œuvre de toute beauté. Ou dans des petits musées de province, par exemple, à Rennes, vous avez une des chasses, c'est à des sommets de son art, une des chasses de Rubens, je crois que c'est la chasse au lion ou au crocodile. Vous en avez une à Munich aussi, donc c'est un peu éparpillé, mais vous verrez sur le net, les chasses de Rubens, c'est un des sommets de son art, un peu méconnu. Où là, c'est entièrement de sa main. Non seulement c'est composé par lui, mais visiblement entièrement. Parce qu'il y avait une ménagerie chez lui, donc il est l'un des premiers à avoir un zoo, et un zoo privé qui plus est. Et donc il étudiait effectivement l'apparence de ces animaux d'une manière spectaculaire, avec des compositions d'un dynamisme qui surclasse d'ailleurs par certains côtés de la croix. Parce que là, on a le summum du baroque, ce qu'on appelle baroque, la ligne serpentine, et surtout comment dirais-je, moi je donne une définition très stricte, très formelle, inspirée un peu de Wölfflin aussi, qui est un historien de l'art très très formel, en ce qui concerne la différence entre classique et baroque par exemple. Le baroque, celui de Borromini ou du Bernin parmi les architectes, ou celui de Rubens parmi les peintres, c'est quand même le dynamisme des masses. C'est vraiment la massification du mouvement. Et c'est des masses, que ce soit dans les quelques chefs-d'œuvre de baroque pur, on pourrait dire, que j'ai vu à Rome il y a encore 2 ans en revue. Vous avez le Saint-Andrea del Quirinal du Bernin, qui est un chef-d'œuvre bien connu, mais ça a été des prototypes. C'est une des rares choses qu'ils ont pu faire entièrement, presque en toute liberté. Et Borromini, qui a travaillé aussi toute sa vie, Saint-Charles aux Quatre-Fontaines, vous verrez comment les masses architecturales se déplacent, pour mieux distinguer d'un certain maniérisme. J'aimerais aussi aborder le sujet des catégories esthétiques qui sont très flottantes, entre maniérisme et baroque. Pensez que Michel-Ange passe pour l'inventeur du maniérisme, du baroque, mais en même temps il est classique, parce que mis au même niveau que Léonard de Vinci et Raphaël, ce qui crée quand même une contradiction. Alors, sans parler évidemment de l'inflation sémantique, polysémique du terme baroque, qui est donc apparu dans les arts plastiques et puis qui finit par désigner une époque entière, une philosophie, etc. Ce qui n'est pas mal en soi, mais on peut perdre de vue quand même certaines spécificités formelles, visuelles, pour mieux distinguer ne serait-ce que le moderne et le contemporain qui nous intéresse aujourd'hui, ou le postmoderne qui a un peu disparu de l'actualité intellectuelle et philosophique, mais qui a pu créer aussi un certain malentendu entre le postmoderne purement artistique, pourrait-on dire, à partir de l'architecture, et puis le postmoderne même d'un Lyotard, qui s'est distingué de ce postmoderne-là. C'est partie des sujets de réflexion que j'aimerais bien aborder dans ce séminaire à terme. Voilà, donc pour ce qui est des expositions, effectivement, ce sont parmi les plus intéressantes à voir en ce moment. Et il y a Gauguin. Il y a Gauguin que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu non plus. Peut-être qu'il y en a de vous qui ont vu ces expositions. Non, personne n'y est allé. Si vous êtes en art plastique, allez-y quand même. J'ai du scrupule à envoyer à des musées ou expositions dans la mesure où ce n'est pas donné. Donc en France, il y a des pays dans lesquels les musées sont gratuits ou quasiment. En France, ce n'est pas gratuit, c'est loin de là. Mais ça fait gagner les musées, tant mieux. Mais si vous avez des possibilités d'y aller en tant qu'étudiant, vous devez en avoir, j'ai l'impression.
Donc ça vous fait moins cher. Donc c'est comme pour aller au cinéma. Il n'y a pas justement un tarif préférentiel, c'est pourquoi le fait que le département de philo fait partie de l'UFRA. C'est ça, et oui, ça fait partie Il de... n'y a pas un truc... Non, vous n'avez pas, ça vous donne pas de réduction? Pas du département. Oui, c'est très ennuyeux. Alors que ça fait partie du département. Parce que ça fait partie quand même des travaux. Il y a beaucoup d'acquis qui ont été supprimés malheureusement. C'est-à-dire qu'il faudrait des visites étudiants, quand on était collectives. aux Beaux-Arts, c'était gratuit. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un professeur vienne avec toi qui est en activité. Moi, je ne peux pas, je suis à la retraite. Donc, il faudrait un professeur en activité qui vienne et qui accompagne. Et donc, on peut faire une sortie au printemps, éventuellement, pour aller sur une visite du Louvre, ça serait mieux. C'est ça, c'est pas comment. Pour voir des spécimens. Au Louvre, on a quelques spécimens. Passons maintenant pour ne pas allonger. Voilà, oui, je voulais vous montrer la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Allons-y. Parce que ça va compliqué. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est pour tester. C'est l'écran. Ton écran, alors. Par Enlève le tableau. Par contre, il n'y a pas assez d'obscurité. Tu peux le prendre sur les rideaux. Enlève le tableau là-bas. Comment voulez-vous descendre? Oui, pour cette fameuse différence entre modernité et art contemporain qui est un peu apparue avec Duchamp quand même, entre artisticité et artistique. Ça, peut-être. S'il y a un artiste qui peut... Je voulais vous montrer un certain nombre de peintures. Vous voulez aider à tirer là, on peut tirer. Donc, qui appartiennent à ce qu'on appelle l'école de Puteaux, le groupe de Puteaux. Il s'agit pas de ça. Mais déjà, si la lumière de la rue est fermée, déjà si la lumière est fermée, on a une visibilité plus grande. Quelqu'un peut fermer la lumière d'abord? Fermer les lumières. Oui, ah ben oui, là, on verra. On verra. C'est suffisant. Où c'est qu'il donne? Là, c'est carrément sur son plan. Où c'est qu'il donne? Pardon, excuse-moi. C'est une oui, voilà. Là, tu peux agrandir celle-ci, là, c'est plutôt simple. C'est vous là. Alors ça, c'est un autoportrait de Jacques Villon, comme beaucoup moins connu, son frère Marcel Duchamp, il s'appelait Gaston Duchamp. Donc c'est un portrait assez tentatif quand même de ce cubisme beaucoup plus épanoui. C'est un autoportrait de Jacques Villon. Jacques Villon, le frère de Marcel Duchamp. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le groupe de Puteaux, c'est quand même eux qui ont organisé les premières expositions cubistes, dans la mesure où Picasso et Braque restaient dans leurs ateliers, concevaient une grande partie des inventions du cubisme, mais ne participaient pas. Ils sont venus. Ah, ils sont venus quand même, bien sûr. Oui, mais en fait, donc, officiellement, ils ne font pas partie du groupe dans la mesure où ils sont... Oui, tout à fait, il y a des liens, bien sûr, très très forts. Vous connaissez? Je voulais dire, c'est quoi? Et c'est avec quoi? Alors ça, c'est de la peinture. Je peux décrire le portrait si vous voulez. Donc, alors il s'est servi de Léonard de Vinci, la pyramide visuelle de Léonard de Vinci, qui est la pointe est en direction du spectateur, donc vous avez un effet comme ça, de bandes colorées qui sont censées venir un peu par devant. Et il a voulu garder aussi la couleur, ce que les concepteurs, dont il fait quand même partie du cubisme historique, ont un peu banni. C'est des camailleux quand même, le cubisme en grande partie. Lui a voulu garder, on appelle d'ailleurs ce cubisme-là un cubisme impressionniste, mais je crois que l'expression ne vient pas d'eux, un cubisme impressionniste, donc très coloré, et avec une construction de la forme très très élaborée, qui permet de rivaliser quand même, c'est la question que posait Greenberg, avec la peinture antérieure qui se laisse regarder pendant des années, ce qui n'est pas toujours le cas des grandes inventions puristes modernes, qui, à force d'élaguer et de purifier, n'offre peut-être pas autant de richesse à regarder et à observer que ce genre de peinture très très élaborée. C'est-à-dire qu'on peut passer quand même d'un portrait de Rembrandt à ce genre de choses sans trop y perdre, je dirais, dans la richesse plastique. Parce que c'est toute la question que Greenberg posait d'ailleurs en définitive, comment faire une peinture avec toutes ces innovations qui tiennent le coup, qui supportent la comparaison. Manet était obsédé par Velázquez, et c'est donc pas une épuration du rétinien, comme on le dit d'habitude, qui nous a conduit à la situation historique actuelle, à savoir un passage progressif vers de moins en moins d'éléments picturaux pour arriver peut-être à la planéité, donc à quelque chose comme un simple plan, 2 tons ou 3 tons, donc à une abstraction pure.
L'aplat n'était pas déterminant. L'aplat existe là, vous voyez comme il garde aussi le volume. Donc de ce point de vue-là, il garde également toute la richesse antérieure. Je ne crois pas que l'aplat soit téléologique dans l'histoire de la peinture. C'est ce que disait Grimberg, il est revenu un peu en arrière, mais c'est ce que disent ceux qui sont intéressés par le passage donc, du moderne au contemporain, en disant en fin de compte que l'aplat d'un Ad Reinhardt, ce qui n'est pas tout à fait le cas, débouche au minimalisme, et d'une certaine manière, puisque c'est une image qui ne dit plus rien et qui ne garde qu'une surface pure, eh bien, la surface pure, c'est peut-être aussi un tableau de Warhol. Warhol se réclamait de l'apparence et de la surface pure. Donc on a des sophistes du matériau, comme je l'appelle, mais aussi des sophistes de l'image, qui créent des jonctions et des passages qui, pour moi, historiquement, sont faux, ou artistiquement sont faux. Ça date de quand? Alors ça, par contre, c'est assez tardif, ça date de 1942. Mais c'est assez représentatif de ce qu'il faisait depuis quelques décennies, depuis les années 20. Parce qu'il y a quand même le Derain des années 30 là-dedans. Ah oui, mais Derain ne travaille pas la forme à ce moment-là. Je regarde la forme chez Derain, et elle est beaucoup plus... Justement, les fauvistes, pour faire éclater la couleur en général a tendance à détruire la forme et le volume. C'est tout un problème. C'est pour ça qu'on a soit une modulation extrême comme Monet, mais on voit qu'il a fait très peu de portraits. Donc une des questions d'ailleurs qui se pose pour les rapports entre forme et couleur, c'est comment garder le volume et l'intensité colorée. Généralement c'est opposé. Et plus la couleur est vive, et plus l'aplat semble l'emporter. Et plus la forme, en fin de compte, finit par être secondaire. Chez les peintres comme ceux-là, au contraire, on peut essayer de construire une forme en volume avec une couleur encore vive. Les fauvistes, qui de façon libérer la couleur, étaient à la conquête d'une couleur éclatante, ont quand même sacrifié la forme, au sens d'un volume très très élaboré. Ce sont quelques cernes, quelques plans magnifiques, bien placés et posés, mais qui ne sont pas d'une élaboration extraordinaire. Et ça vise surtout à exprimer la puissance colorée qui n'était pas encore présente d'une certaine manière dans la peinture occidentale. Mais le cubisme qui, lui, recentré le travail sur la forme de manière assez élaborée, du coup, a éloigné la couleur. Donc il faut penser le rapport entre forme et couleur comme des problèmes plastiques aussi. C'est-à-dire comment faire une forme en volume très élaborée qui garde l'intensité de la couleur. Dans la mesure où la couleur se fragmente, parce qu'il y a des multiplicités de plans, de facettes qui composent un visage, mais comme Frans Hals, si vous connaissez Frans Hals de près, vous avez une multiplicité de plans de construction. Mais évidemment, la couleur, les impressionnistes ne l'ont pas intégrée facilement dans une tête. Degas l'a fait avec les nus, dans ses pastels, mais pas dans les têtes. C'est très difficile dans les têtes. Et donc ça reste des problèmes picturaux qui sont très évidents. Enfin, quand on suit assez près ces problèmes de peinture chez certains peintres importants comme lui, mais qui sont un peu comme ça, oubliés, si on passe directement vers un problème d'objet poétique, comme je l'ai dit, ou d'objet spéculatif, c'est-à-dire qu'on quitte le champ de la plastique, ce champ de la plastique dont je vous ai parlé, qui est quand même bien connu par Duchamp. Donc de ce point de vue-là, vous avez mis en perspective les 4 thèses de Duchamp qui permettent de bien séparer, selon moi, modernité et art contemporain, et donc une certaine histoire de l'art de la forme et une certaine histoire poétique des images, et qui remonte au début de l'histoire des formes et des images. C'est une division qui est très, très ancienne en réalité, mais qui a pris forme d'une manière particulièrement forte aujourd'hui, depuis 50 ans et depuis Duchamp. Et Duchamp disait que voilà, la peinture est plastique, le terme il l'emploie au sens où je l'emploie moi-même, et donc c'est pas de l'art plastique qui intègre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pas de cheveux. Il a une calvitie. Il a une calvitie, une descente, je ne sais pas. Il a mis sur la tête. Je pourrais vous décrire les rapports plastiques, si vous voulez, parce qu'ils sont très puissants, les rapports. Là, vous avez... il a un chapeau, ou quoi? Non, c'est sa calvitie. C'est son crâne. C'est son crâne. C'est les reflets de couleurs sur le crâne. Ce sont des facettes, ce sont des plans. Je vois bien que les plans, il a des cheveux. Non. Oui, il a des cheveux aussi. Tout ce qui est gris-blanc, ce sont des cheveux aussi. Blancs sont les cheveux. Non, il y a le col de la cheville. Alors, il se trouve que 10 ans après, Jacques Villon a fait le portrait de son frère Duchamp. Je ne l'ai pas fait, vous le trouverez, hein, pour rappeler que Duchamp, qui était totalement oublié à l'époque, qui était encore dans sa phase de traversée du désert, il a joué effectivement un rôle dans l'élaboration du cubisme. Alors que Villon était une vedette internationale beaucoup plus grande que Duchamp dans les années 50. Il exposait à New York, etc. Ça s'est totalement renversé 10 ans après avec l'apparition du pop-art, etc. Mais il ne faut pas oublier ces éléments historiques. Donc vous avez un portrait de Duchamp par Villon en ligne. Je suis en train de ne pas voir suffisamment. Ah oui, je vois de côté envier. Thierry, Oui. est-ce qu'il y a une discussion entre ce portrait, Villon avec ses portraits, et l'autoportrait de Taudis C'est pour les plateaux, au sortir de la... bien. au sortir
faut sortir de la guerre de 14-18. Je pense pas parce que tu sais, c'est pas un expressionniste, c'est un type qui travaille à partir du nombre d'or, la section d'or, tu sais, c'est leur côté un peu mystique. Ils sont à la fois très rationalistes, ils sont un peu mystiques. Et donc, ils sont absolument pas expressionnistes. Hein. Non, parce que ça fait Lui-même. penser à Alors, il a commencé quand même, comme d'autres artistes dans les années 10, pas avec à être illustrateur dans le journal satirique anarchiste L'Assiette au beurre. Mais comme Koulkak, vous verrez aussi ensuite, un des inventeurs de l'art abstrait, donc Koulkak a fait partie du groupe de Buteau. Donc je tenais à vous montrer ça parce que c'est quand même une forme qui effectivement a un pouvoir expressif. Dans le il y a des déformations assez grandes, mais en fait c'est extrêmement contrôlé. Hein. Mais il a été impressionniste à ses débuts. Hein. C'est un homme qui a fait la jonction, un peu fauve aussi. La violence sur le visage, elle fait penser à la violence sur le visage d'Autodix. Oui, mais il y a une dimension expressionniste très forte avec des yeux globuleux, etc. Mais il n'a pas pensé à cela justement. C'est pas les malheurs de la guerre. C'est pour montrer qu'une forme expressionniste veut dégager une intensité plastique en réalité, avec peut-être quelque chose qu'il avait à dire sur les années 40. En 42. Mais c'est des déformations qui viennent vraiment par un travail d'optique. Parce que de toute façon, l'expression et la pulsion sera là pour faire passer autre chose, hein, bien évidemment. Mais si vous pensez à la manière dont c'est construit, vous avez une infinité de rapports qu'on ne voit pas beaucoup chez les cubistes. En réalité, des rapports d'une complexité extraordinaire. C'est très proportionné, c'est très mesuré. Et pourtant, les déformations sont également extrêmes. Et il garde quand même la touche. Il retouche parfois aussi avec, donc c'est un graveur, de l'encre de Chine, régulièrement, parce que la mise en place, pour lui, était continuellement à faire, était éternellement à faire. Avec le cubisme, nécessairement, cette idée l'idée du plan fait place, qui est affirmative, avec Manet, du moderne, selon l'analyse que l'on fait en général et que fait également Foucault. Avec le cubisme, elle se trouve d'une certaine façon contestée, bien que, puisqu'il y a des interférences de plan, puisqu'il y a une profondeur, puisqu'il y a donc cette planéité. Il garde les deux, lui. La planéité du tableau les Italiens du 15e. Est une vérité incontestable, mais le fait que ce qu'il y a de suggéré sur le tableau soit nécessairement plan n'apparaît pas faire partie absolument de la peinture de la peinture moderne, parce que effectivement le cubisme lui-même suggère une profondeur, ça c'est certain, puisqu'il y a une autre. Un plan, ça veut dire deux dimensions. Le plan, ce plan est défini par l'intersection de deux lignes, donc deux dimensions. Il y a trois lignes, c'est-à-dire une indication, comme là, on a effectivement un cube ou un parallélépipède rectangle qui s'enfonce un peu. Il construit son espace avec la pyramide de Vinci. Mais il cherche les couleurs avec le prisme, donc scientifiquement. Et oui. Ce qui fait que la gamme pourrait être saturée, comme un peu l'être chez les fauvistes. Hein. Parfois il y a un risque de saturation. C'est très frappant de voir à quel point Derain, qu'il soit dans le nord, on l'a dit lui-même, qu'il soit dans le nord ou dans le sud, c'est la même gamme. Parce que donc on libère les rouges, il n'y a pas beaucoup qui ont fait les gammes colorées, qui changent énormément. Nicolas de Staël, pour moi, est exemplaire pour cela, parce que ces gammes colorées se renouvellent en permanence, avec la plus grande intensité qui soit, d'ailleurs, au XXe siècle. Mais les faux, d'une certaine manière, sont presque plus dominés par une gamme unique. Moi, je dirais personnellement que sinon, la plat, à mon avis, la plat sert surtout à faire ressentir la puissance du plan. C'est le plan coloré qui est recherché par la plat. Alors, ça s'oppose à la puissance du volume, mais on voit très bien, comme au XVe siècle, les peintres italiens, comme Piero da Francesca ou Uccello, ont su garder les deux, la puissance du plan et la puissance du volume. C'est assez rare en histoire. Cézanne aussi. Cézanne n'a pas cherché à abolir la perspective, il s'en sert tout le temps, mais c'est la perspective au sens le plus bête du terme, c'est-à-dire une profondeur de l'espace avec quelques lignes. Mais on dit que c'est la négation de la perspective, oui, comme convention, mais la perspective est surdéterminée, à mon avis, dans l'histoire de la Renaissance. On pourra en faire aussi un débat et un cours. Ce qui compte, c'est la profondeur de l'espace pour un peintre. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire que ça veut dire que c'est distinct. Personnellement, je considère là qu'il y a
ça se distingue malgré tout d'une peinture perspectiviste au sens Vinci ou au sens médiéval, dans la mesure où la perspective renaissante, en fait pas médiévale, je veux dire renaissante, est caractérisée par un point de fuite, par un unique point de fuite. Convention, oui. Tandis que j'ai l'impression Pas toujours, hein, que là, sans me hasarder d'ailleurs, parce que ça serait, je suis complètement incapable de le faire, on a plutôt l'impression d'interférences, c'est-à-dire il y en a plusieurs. C'est pas tellement qu'il n'y aurait pas de point de fuite, il y a des cubes qui Non, se je dis, c'est la pyramide qui fait la profondeur. Ils sont entremêlés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de fuite. Et chez les cubistes, chez également Braque et Picasso, c'est un petit peu la même chose. Dans les autres qui ont fait le cubisme, je ne sais pas, le Glaise par exemple, Metzinger, comment il s'appelle, Metzinger, qui a fait du cubisme. Ces gens-là font partie du groupe de Puteaux. Il y a plusieurs. Vous avez Delaunay aussi, et Kuka, deux inventeurs de l'art abstrait. Delaunay qui étaient là aussi. Il y a plusieurs points de Il y a Kuka qui va suivre d'ailleurs. Qui donc en a également quelqu'un qui a fait des perspectives aussi dans lesquelles il situe son personnage Chirico, l'italien, qui a fait des espaces. Il a fait des perspectives différentes. Quelqu'un qui appartient plus ou moins d'ailleurs, on ne peut pas le ranger parmi les grands peintres, mais dans l'originalité des perspectives qui est Escher, par exemple, qui a fait des fausses perspectives. Il joue sur la perspective, mais il n'y a pas de relief formel. Il n'y a pas de relief formel. Et qui au XVIe siècle aurait comme antécédent leur Piranèse également, qui a des perspectives qui ne sont plus unifiées autour d'un unique point de fuite qui définit le classicisme. Or là, c'est ça qui ferait que c'est un portrait apparemment classique, mais qui est pris dans un certain nombre de blocs spatiaux. Ils n'ont pas voulu rompre. La modernité n'est pas toujours dans la rupture, n'est pas toujours dans la rupture avec la peinture antérieure. Non, c'est parce que ce qu'on entend par perspective, c'est une convention dans la représentation de l'espace, avec un point de fuite, ou plusieurs d'ailleurs, hein, parce que les créateurs de la perspective en ont joué très rapidement. Je pense à quelqu'un comme Uccello, il n'a pas respecté la perspective, et ses personnages ne sont pas toujours orchestrés et placés selon une diminution de la taille des corps, par exemple. Et où c'est qu'il est, ce tableau, sans indiscrétion? Bah écoute, là, effectivement, je ne sais pas. C'est toi qui l'as? Non, je crois que c'est une collection particulière. Peut-être au petit musée de Puteaux, non? Ah non, ils n'ont rien, malheureusement, à Puteaux. Ils se sont fait voler et dessaisis. Vous connaissez le musée de Galie-Renaud, non, peut-être? Oui. Voilà. Non, il n'y en a pas tant que ça. Je ne savais pas que vous connaissiez, vous étiez bien placé. Alors. Oui, il est rare, c'est un peintre rare, on va en avoir pas beaucoup. Oui, quand il expose, on peut voir des choses. Il y a une grande rétrospective en 1974, mais effectivement, il est un peu passé au second plan par rapport notamment à Marcel Duchamp. Or, c'est quand même dans ce groupe-là, et notamment entre les frères, que la bifurcation, dirons-nous, entre art conceptuel et art de forme a pu apparaître d'une manière aussi nette, beaucoup plus nette que ce qui s'est rejeté dans les années 60, d'une certaine manière. Donc c'est dans le groupe de Puteaux qu'est apparu peut-être ce clivage nouveau entre un art antiplastique, dans quoi de cause, hein. Duchamp donc s'est opposé à ses frères assez rapidement, mais pour mieux désigner aussi ce qui n'était jamais pour lui l'art ou la peinture. Contrairement à ce qu'on aura dit par la suite, et je vous en ai parlé la dernière fois, à savoir qu'au fond il y aurait une continuité très grande entre la peinture pure et puis la conceptuelle par exemple. Parce qu'il ne dit pas art et art, hein, quand il parle de art en tant qu'art, c'est toujours de la forme, enfin, en ce qui concerne c'est des couleurs vibrantes, hein, c'est jamais un monochrome pur, ces couleurs sont très travaillées, très élaborées, mais si on garde qu'un ton, on est déjà un peu dans l'art conceptuel, il n'y a pas grand chose à voir, un ton ne suffit pas, et c'est l'accord du ton qui est pictural, donc il faudrait presque tout redéfinir. On parle de la couleur en peinture, la couleur n'est même pas pour moi un concept pictural, c'est l'accord de ton.
qu'est un concept pictural. Mais, parce qu'on peut faire de l'art conceptuel avec de la couleur, effectivement, avec n'importe quoi, avec des éléments picturaux. Mais si on part d'accords de ton, les choses changent. Alors là, vous avez un espace aussi coloré. Hein. La profondeur est obtenue par les plans colorés. Ce qui est le cas du Fauvi, ce qui est le cas de tous ceux qui construisent par plan coloré en général, en mi-teinte ou non. Voilà, bah, écoutez, on va passer à un tableau de... Enfin, ça vous donne en tout cas, ça vous donne une indication. Hein, ça. Je voulais vous montrer ce genre de choses pour que ceux qui ne connaissent pas, mais il est méconnu comme peintre. Maintenant, il y a des sites assez développés, on peut voir sa peinture très facilement sur le net. Hein. Il y a vraiment, peut-être pas tout son œuvre, mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, donc vous verrez ses paysages, vous verrez ses attractions, il en a fait. Vous verrez son évolution aussi. Il y a quelqu'un qui aurait une remarque à faire sur ce dessin et sur ce qui vient d'être dit. Je sais pas, je regarde. Vous qui vouliez parler la dernière fois, que je vois que vous êtes ici, vous vouliez parler. Ah oui, vous lui posez des questions, mais peut-être après, Oui, peut-être après par rapport à ce qui avait été. Vous On préfère regarder, vaut mieux ouvrir le débat après. Aucun Comment ? commentaire particulier à faire sur ce tableau. Peut-être juste ce que j'ai vu là sur internet, ce qui est intéressant, que la sœur Duchamp, des frères Duchamp, elle a été peintre aussi. Oui, une femme peintre aussi, c'est Ouais, vrai. de la. Je l'ai pas évoqué. Ah, mais j'ai pas évoqué tout le monde. Et- Tout le monde. Mais non, mais. Picabia fait en partie fait, du mon groupe aussi. commentaire de la dernière fois, ça s'appliquait à ça, mais bon, on va pas. Ah, la présence des femmes dans la création. Oui, j'étais pas très contente de votre commentaire. Non, c'est pas compris, parce que moi, elle m'a fait endosser le rôle de celui qui mépriserait la création des femmes dans l'histoire de l'humanité. Non. C'est pas, enfin, je sais pas, vous l'avez pas compris comme ça. Non, je disais surtout qu'aujourd'hui, alors que l'accès à la création plastique est quand même beaucoup plus grande, et peut-être pas encore égalitaire, mais beaucoup plus grande pour les femmes par rapport aux hommes, que les beaux-arts sont ouverts, je crois, aux femmes depuis au moins 14-18, ce qui n'était quand même pas le cas avant. Le problème, à mon sens, c'est que les conditions écologiques de la création picturale n'étant plus tout à fait ce qu'elles étaient, on a une création beaucoup plus conceptuelle chez les femmes. Et donc, fait que la confrontation avec l'histoire de l'art pour les femmes sera certainement plus difficile, puisqu'on change de registre. Donc on a des grandes performeuses, des femmes qui font des installations, même Louise Bourgeois. On a Sophie Calle aujourd'hui, mais on voit très bien que c'est quelqu'un qui écrit, qui fait de l'installation. On a beaucoup de performeuses, encore une fois, et je trouve que c'est quand même dommage, où la peinture n'est pas très représentée, que les femmes n'ont pas la possibilité, sans parler de ce que j'appelle l'art des bonnes causes, c'est-à-dire la question d'un point dit sociétal sensible à défendre en priorité en art, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit l'identité sexuelle, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on pourrait parler de ce fameux film qui a obtenu la Palme à Cannes, hein, The Square, qui pose bien la question d'une forme minimale et puis rend compte d'un projet sociétal ou un projet humanitaire ou humaniste, enfin un projet tourné vers la défense de valeurs sociales. Et évidemment, ça dérape pour toutes les raisons du monde, mais on voit bien ce qu'est l'art des bonnes causes en l'occurrence. Hein, c'est-à-dire Oui, d'ailleurs, le film, il est très bien, je l'ai vu. Vous l'avez apprécié? Oui, je l'ai beaucoup apprécié. Oui. Mais en fait, c'était pas ça c'était pas ça mon problème, c'était plutôt que vous aviez dit que maintenant que les femmes peuvent peindre, pourquoi elles ne peignent pas. En fait, c'était ça qui m'a un peu... Ben oui, parce que... J'ai vu un problème, puisque je trouve... comment ça pourrait être émancipatrice d'une façon de dire aux femmes, oui, maintenant vous pouvez peindre, alors faites la peinture. C'est ça ce que j'aimais pas en fait. Ah oui, c'était la relation. Ah, l'injonction. Ben, oui, parce que la création plastique est limitée à 20%. La représentation picturale, maintenant, n'est pas prise en considération. Dans la formation même des artistes. Ben oui, c'est en Donc, général. voilà, il y a un problème, parce qu'ils n'accèdent plus à la formation picturale. Parmi Moi non vous, plus, l'année il y a dernière, beaucoup de femmes peintres. vous en connaissez certainement. Mais énormément. Tant Et mieux, même, tant mieux. Peut-être plus en dehors de... Parce qu'en France, il y a eu quand même un mot d'ordre sur lequel la peinture était morte dans les années 80, c'est presque une politique d'État. Et donc c'était Duchamp et tout l'art conceptuel et le body art qui était mis en avant. Mais c'était assez extrême. Comment ? Maria Lasnik, vous la connaissez, je suppose. Maria Lasnik, elle est très connue. Marc Junger, ce sont des... Je ne sais pas si vous pas, connaissez. mais c'est vraiment ça. Elle est contemporaine, celle-là. Oui, Lasnik, elle est morte il y a quelques ans, mais Marc Junger, puis il y a beaucoup de femmes jeunes aussi, puisque... Tout à fait. Oui, les choses peuvent se renouveler dépendamment de ce que je peux penser, tout à fait. Oui. Les grandes expositions ratent beaucoup ce côté-là des choses, quand même. Oui,
Oui, oui, ça c'est un autre problème, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, il y a encore une proposition, apparemment, dans la monnaie. Il y a une exposition sur L'hôtel de la monnaie. l'art des femmes. Je ne l'ai pas vu encore, mais je trouve le titre déjà un peu gros comme tel. Mais apparemment, c'est pas si mal que ça. Parce que pendant un an, moi j'ai vu quand même l'exposition qui s'est tenue à Beaubourg pendant un an. C'était la création au féminin. Et on était accueillis par une sorte de dérision des noms des grands artistes. Donc on avait Marcel féminin, on avait Henriette Matisse. On avait, je sais pas, tous les grands noms d'artistes étaient féminisés, artistes masculins. Qu'est-ce que ça disait? C'est-à-dire qu'il y avait toujours une sorte de revendication par rapport à la position. C'était des installations, c'est une contestation, en fin de compte, de l'histoire de l'art, en féminisant. Vraiment, aujourd'hui, ça me paraît quand même une chose qu'on peut très bien moins faire que de travailler, comme vous le dites, sur quelque chose qui se donne maintenant à tous, dans la peinture ou dans les installations éventuellement. Mais je trouve que c'est extraordinaire de voir que la liberté de création se fait aussi dans un art qui s'éloigne en grande partie de la peinture. Alors, il y a beaucoup de peintres, mais beaucoup de peintres complexés. Le poste du Champien, qui se veulent donc dans la négation encore du geste pictural, ou dans une expressivité extrême, comme si, en fin de compte, les problèmes de la peinture qui sont posés au XXI ne pouvaient pas être repris là où Bacon les a laissés, là où Lucien-Freud les a laissés. Lucien-Freud après tout a montré des femmes aussi à sa façon, et ça peut être repris, cela, et c'est pas vraiment repris à ma connaissance. Ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui peignent un peu, il y a des femmes qui s'expriment de manière un peu baconienne, avec beaucoup de matière et de couleurs, j'en ai vu, mais bon, il faut tout le monde laisser le temps au temps, il y aura certainement une émergence, mais il ne faut pas oublier que les chances sont quand même moindres, dans la mesure où vous avez peut-être 20 ou 30% de visibilité possible. Sur le marché comme dans les écoles d'art et dans la formation. Oui, je crois que le problème c'est plutôt la visibilité, comme mon collègue. Ah bien sûr. Là, il y a vraiment un problème. C'est pour les hommes comme pour les femmes, sauf que là il y a une égalité sans doute de plus en plus grande, voire même un renversement. Je me souviens des écoles d'art plastique où les femmes sont majoritaires, donc les étudiants de femmes sont majoritaires, sauf que l'enseignement lui-même est tout à fait raréfié quant aux possibilités de création, disons des années 60-70 ou encore antérieures, où la peinture était encore très présente et on pouvait s'exprimer justement par rapport à ce qui est disponible aussi en termes de documentation, puisqu'on a quand même 30 000 ans d'art sous les yeux, on n'a jamais eu autant de documentation et de connaissances sur l'histoire de l'art, personne ne s'en sert, ou très peu. On a fait des combinaisons d'images qui sont en fin de compte des combinaisons de citations, très littéraires, d'ironie toujours, ou de surréalisme, donc de combinaisons, comment dirais-je, sémantiques selon moi, ou littéraires, et il n'y a pas la reprise de problèmes de forme et de couleur. Alors c'est bien effectivement d'avoir évoqué cette femme, mais qui s'est associé à Picabia, donc un autre artiste, Dada d'ailleurs. C'est Crotti, je crois qu'elle s'appelle Crotti, a changé le nom, cette femme. C'est toute une famille par contre. Hein. Oui, ça c'est intéressant. Il faut le dire aussi, c'est vrai. Et je voulais évoquer aussi absolument le nom Meret Ormal. Ça, elle a fait de la peinture aussi. Elle est connue à l'époque. Non, mais il y a des grandes femmes peintres. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de grandes femmes peintres. Il y a peut-être un autre. Enfin, c'est pas les plus grandes quand même dans l'histoire de l'art. Ça viendra. Laissez la parole à Bernd Lefeld. Il y a peut-être un autre problème associé à ça, parce que la question homme-femme, c'est une chose. Là, je suis assez d'accord avec vous. On a déjà discuté la dernière fois. Mais je me pose la question s'il n'y a pas une césure, quelque chose qui s'est passé au XXe siècle, donc après les deux guerres. Parce que je suis quand même très frappé par la peinture en tant que phénomène, mettons, européen, avec les échanges permanents entre les différentes cultures, les différentes personnes, les fameux voyages du 19e siècle vers l'Italie, ça date depuis plusieurs siècles. Je me souviens de la fameuse exposition de Modersohn-Becker, donc de Paula Modersohn-Becker, qui a eu lieu il y a quelques mois. Oui, c'est ça. Il y a quelques mois. Ce qui est assez frappant quand on regarde l'histoire, ça c'est au début, donc avant la Première Guerre, il y a un échange total des voyages. On trouve ça aussi en psychiatrie, qui m'intéresse pas mal, donc les échanges internationaux, des voyages d'un pays à l'autre pour connaître tout ça, ça se pratiquait énormément dans le 19e siècle. Et Paula Modersohn-Becker a fait ses classes à Paris.
rencontrant donc les différents artistes. Donc il y avait un constant. Alors ce que je voulais juste dire par rapport à Elle a fréquenté même, je crois, Picasso. Bien sûr. Elle connaissait Gauguin, elle connaissait beaucoup de monde. Tout à fait. Cézanne, elle a rencontré Seulement, Cézanne. je voudrais ajouter juste une toute petite remarque, c'est que paradoxalement, les femmes peintres, limitons-nous malgré tout à Maria des Cassatt, problèmes c'est pas ça, trop ouais. généraux, limitons-nous à ce problème. Femmes peintres sont peut-être plus abondantes dans une période antérieure, comme Madame Bizet-Lebrun, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, qui est peut-être la dernière. Ensuite, à part Paula, qui est venue au début du XXe siècle, il semble que le cubisme et les fauvismes n'aient pas été orientés beaucoup vers des artistes féminins. On n'en connaît pas beaucoup, à part peut-être quelques exceptions. La femme, chez les grands comme Picasso, comme Matisse, je prendrai uniquement ceci, ou Derain dont je parlais, la femme devient un compagnon, un associé si l'on veut, mais jamais il n'a été question de leur demander, on ne voit pas Matisse demandant à Madame Matisse, qu'il appelle toujours Madame Matisse dans les tableaux, ou Cézanne demande à Madame Cézanne de faire des œuvres, de collaborer à cette œuvre. Sonia Delaunay, quand même. Il ne leur vient pas à elle non plus Quand même. de faire de la peinture. Mais, C'est ça qui est un petit peu étrange. Il y a eu quand même. Mais c'est ce que je voulais juste rajouter, c'est par rapport, je pars c'est une hypothèse. Est-ce que la Première Guerre mondiale n'a pas provoqué justement un resserrement, donc une nationalisation entre guillemets de la tradition quelque part? Est-ce que Thierry, tu exprimes malgré toi, Oui. c'est un point de vue de l'histoire de la peinture vu à travers l'histoire de la peinture française. C'est ça. Oui. Donc, ce que tu exprimes là, effectivement, Depuis je suis le tout à fait d'accord. On ouvre un peu une armoire, on va sortir énormément de personnes et on aura toujours le même phénomène. Ah mais moi, je ne suis pas allé, même s'il y a une exposition. On a eu des discussions avec des amis très férus de l'histoire de la peinture. Il est absolument très difficile, en tout cas en France, assez difficile de faire introduire d'autres voies de création et de tradition picturale, par exemple des peintres qui ont une certaine importance, que nous trouvons. Je parle par exemple, les Nordiques sont venus depuis quelque temps en France par les expositions. À Mascoy, par exemple, c'est un grand peintre, il y avait les expositions qui sont venues. Donc ça commence à prendre un peu par rapport au 19e. Mais il est absolument clair, c'est dès qu'on commence à dire, voilà, il y a peut-être tel ou tel peintre qui peut être intéressant, la première réaction, ça sera oui, c'est bien, c'est intéressant, mais je suis sûr, derrière, tu as toute une hiérarchisation de ce qui est la grande histoire de la peinture, la petite histoire de la peinture centrale, la peinture régionale, voilà. Donc il y a tous ces trucs-là. Et ça joue un tout petit peu dans la discussion, à mon avis aussi. Hein. Il y avait des hiérarchies. À mon avis. Bon, mais écoutez, alors passons quand même, parce que là, on reprendra ensuite, il vaut mieux. Allez. Il y aura Kupka. Voilà, une femme dissimulée, justement. Une femme dissimulée par Kupka. Elle vous attendait, celle-là. C'est sa femme, on l'appelle Madame Kupka. Vraie provocation. Merci pour la traduction. C'est un peu Klimt, non? Oui, voilà, On peut voir comme ça. Oui, c'est compliqué. On peut voir comme ça, mais non, parce que Klimt fait des fonds très, très colorés, mais qui ne viennent pas comme ça jusqu'à recouvrir le corps. Pas de cette manière-là. Je le dis parce que moi, personnellement, je vous montrais humblement une petite peinture, dans la mesure où j'étais formé à Puteaux par le dernier représentant, qui joue sur des abstractions par devant la figure, et qui... moi, je ne connaissais pas le tableau quand j'ai fait celui que je vais vous montrer.
Ça, c'est dans les 1914, non? Un peu comme ça, dans la période d'un peu. C'est avant son abstraction, hein, donc c'est avant, oui, 1900, non, c'est avant, c'est sa période dite fauve aussi à sa façon, hein, c'est 1906, 5, 6, c'est parce que l'abstraction est apparue chez lui aussi à partir de 1910. On ne sait pas qui a vraiment inventé l'abstraction, ça ne dépendait pas. Non, c'est une peinture, mais la résolution n'est peut-être pas... Et comment elle s'appelle? Donc vous voyez, la spatialisation est très forte aussi. Thierry, comment s'appelle la peinture? René demande. C'est Madame Kupka. Madame Kupka. Madame Kupka. Elle a été Peint par son mari. L'intérêt les talibans, mais bon. Mais elle ne peignait pas, Kupka. Elle peignait pas, donc c'est pas un sacrifice. Ponard, il a fait ça à gogo, donc il tue Ponard. Oui, non mais c'est pas ça, c'est pas ça, ou c'est pas non plus Madame Heidegger qui était philosophe de formation, c'est pas sacrifié comme artiste, ma connaissance, hein. C'est pas... Donc c'est pas se dire de l'année. Quel est le commentaire que tu en ferais de cette peinture alors? Pour reprendre l'idée du cubisme impressionnisme, hein, donc on a une composition assez stricte de plans colorés, hein, tu vois, l'espace est créé par des plans. Comment dirais-je, il était sur la voie de l'abstraction, hein, donc évidemment on peut le sentir, mais il ne privilégie pas l'aplat pour autant. Il y a une profondeur qui tient à la couleur, parce que la couleur de toute façon a son propre espace, ou crée de l'espace comme tel, mais il garde aussi des contrastes de valeur, hein, vous avez des plans plus ou moins sombres, des bleus sombres, qui viennent directement du fauvisme, hein, de cette conquête de la couleur plus vive, et il garde quand même un travail sur la figure, classique ou pas, je ne sais pas, de forme, qui moi m'aura intéressé après coup, parce que c'est ce que je cherche, c'est autre chose, mais ce sont des pistes de recherche, voilà, picturale. L'abstraction a fait disparaître cette recherche-là, mais il y a une période qui n'est pas la confusion entre abstraction et figuration, mais qui est de l'abstraction et la figuration, du moins une abstraction qui enveloppe la figure, qui moi m'intéresse, enfin, qui intéresse pas mal de gens, je crois aussi, mais d'une manière évidemment assez disséminée. Mais qui constitue un propos distinctif. Or, il l'a fait à plusieurs reprises et c'est fait partie des recherches picturales du groupe de Puteaux. Donc il est représentatif et de son abstraction naissante, c'est-à-dire si on supprime la tête, on a des tableaux abstraits qu'il faisait à la même époque, ou à un an près. Mais vous avez quand même la présence d'un corps, vous avez quelque chose, donc d'un volume qui spatialise d'ailleurs la surface. Vous avez toute la richesse d'une peinture qui garde un rapport à l'espace, garde un rapport à la forme, garde un rapport à la profondeur, garde un rapport aux demi-teintes et aux couleurs vives. Donc c'est une peinture complète, mais comme n'aimerait pas Duchamp, il parlait du peintre complet comme le peintre complet, ça l'agaçait. C'est des peintres, c'est vrai, ça a été agacé par ce côté peintre absolument rétinien, absolument olfactif qui descendait dans l'atelier le matin, comme le chien de Pavlov, à l'odeur de la térébenthine. Il ne supportait pas ça, c'est des mots très durs qu'il envoyait à tous ces peintres-là, dont il faisait quand même partie à un moment donné. Et lui-même, donc, comme vous le savez, a été un des créateurs de l'art abstrait, et a développé une théorie de la création plastique. Il parle de création plastique, et d'image plastique. Et par là, il entend suivre l'abstraction de la figure, donc ça fait partie de ce langage. C'est développé peut-être davantage en France, un peu quand même dans le groupe de Stahl, où le mot plastique est plus central que chez d'autres formalistes et d'autres théoriciens de la peinture à la même époque et un peu après. Matisse, plus ou moins le terme de plastique. Oui, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose de curieux dans ce tableau, par rapport à d'autres d'ailleurs de Kupka, ou par rapport à des tableaux d'autres auteurs. C'est-à-dire, il y a une sorte, effectivement, entre... Vous avez d'autres portraits de femmes. Entre la partie proprement abstraite du tableau et ce surgissement d'une figure, il y a une différence il y a une rupture de style tout à fait étonnante, où on a une figure qui est traitée d'une façon tout à fait classique, on peut dire représentative, et qui a l'air d'être envahie par cette... qui a été plongée dans cette couleur. Ça me fait deux réflexions, justement à propos de ce plongée, c'est que la couleur, c'est l'idée qui a été exprimée par Benjamin, par exemple, dans ses enfances berlinoises, où il dit qu'il plongeait quand il parle de l'aquarelle, ou du vitrail
devant lequel il place et il plongeait dans la couleur. La couleur est à la fois quelque chose qui est manié comme pigment, mais en même temps quelque chose qui enveloppe. Elle enveloppe, on dirait que le personnage a plongé, qu'il s'est enveloppé et qui ressort. Il y a toujours là quelque chose qui fait penser irrésistiblement à ceux à quoi beaucoup ont fait allusion, en particulier à cette époque-là, Picasso, je pense peut-être Matisse ou d'autres, à ce texte très connu de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, où il y a un peintre qui, pour vouloir atteindre la perfection du naturalisme, détruit le personnage de la femme qu'il est en train de peindre et que ceux qui l'amènent, ceux qui veulent voir ce qu'il a fait, il les amène devant un tableau qui est un ensemble de couleurs et d'où dans un coin, il voit simplement un pied nu, admirablement dessiné et qui ressort, qui surgit de ce magma de couleurs. Là-dedans, c'est un petit peu la même chose. On voit une tête qui paraît vivante, un visage qui paraît vivant, et qui surgit de ce magma de couleurs. Je me demande si Kupka n'a pas pensé aussi à ce texte de Balzac sur le chef-d'œuvre inconnu et de ce surgissement je ne voulais pas naturaliste. D'un réalisme, la couleur étant de réalisme pas représentatif en dehors de l'abstrait. Parce que les tableaux qui tiennent le milieu entre l'abstrait, il y en a, mais chez Kupka, il y en a chez Kandinsky aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non, là, il y a le contraste des deux. Le visage reçoit une déformation lui-même. Tandis que là, il faut avoir les deux points de vue, et classique et moderne. C'est pour ça que c'est assez particulier. Il est photographié. Il faut avoir les deux points de vue là. Selon le schème d'ailleurs de Badiou, qui parle d'un schème manquant, il parle de deux schèmes manquants, Badiou. Je ne sais pas si j'ai exposé cette théorie de l'art. Il parlait notamment des rapports entre vérité et philosophie et art. Sous Platon, on avait donc un moment qu'il appelle le schème didactique, où l'art doit représenter la vérité formulée par la philosophie. Puis avec Aristote, par exemple, c'est le schème poétique, on a une vérité qui, en fin de compte, n'est plus tellement centrale, puisque l'art est catharsis, donc c'est un jeu. Le philosophe n'est pas obligé de régenter l'expression artistique. Et puis ensuite, on a un moment romantique où l'art est le parangon de la vérité philosophique, tout sert de modèle. Ça devient un paradigme de recherche. Et puis, alors, au XXe siècle, avec le dadaïsme tout au moins, ou avec l'art contemporain, on aurait eu peut-être quelque chose comme un mix de didactisme et de romantisme. Mais c'est difficile à formuler, puisque les deux se contredisent d'une certaine manière. Une vérité didactique maîtrisée par la philosophie, mais en même temps un romantisme de l'expérience de la vie, de l'ouverture au monde, de l'expérimentation généralisée. Or, pour lui, il y a quelque chose qui a été manquant et que de toute façon doit se créer maintenant, quelque chose qui serait un schème classico-moderne, c'est-à-dire à la fois cartésien et peut-être platonicien, didactico-moderne, il parlait du classico-moderne, une reconstruction classico-moderne dans laquelle je m'inscris, moi, de toute façon, artistiquement, c'est-à-dire la même exigence, au fond, de forme, et la grande expérimentation dans le champ de la peinture ou de la sculpture, et non plus dans le champ d'expérimentation des objets poétiques et de la critique de la société en soi et pour soi, je dirais. Oui, mais la forme ici, si on appelle la forme le visage, on voit qu'elle ne fait pas partie de la... C'est ça qui est curieux. Ah, mais c'est parce que tu as du mal à lire les deux. Tu as du mal à lire les deux en même temps. Les gens ont souvent un regard clivé. Ils ont du mal à voir... ces gens-là, justement, sont intéressants parce qu'ils avaient les deux regards, modernes et classiques, qu'avaient d'ailleurs Picasso. Mais chez eux, ça se voit dans leur peinture même. Ils ont gardé les deux exigences, jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en retrait, puisqu'en définitive, l'abstraction arrivait. Il était à la pointe de la recherche, de toute façon, à cette époque-là. Mais pour moi, c'est encore ouvert, c'est justement pas du clean. Où est-ce qu'il est, ce tableau ? Bah, écoute, je ne sais pas non plus. On peut le savoir, je suis désolé, mais on peut le savoir sur le net, là, si vous voulez le savoir. Mais il n'est pas en France, je le saurai. Où c'est que tu l'as vu ? Mais sur le net, on va savoir son adresse, si ça t'intéresse. On ne peut pas le voir en France.
Il n'y a pas beaucoup de Il couples fait qui des verres de rage contre sa femme, quand même. Qu'il a mis plein du verre. Il n'y a Donc on peut passer à un autre si vous voulez encore, je ne sais pas. Voilà. Je donne la Attends, parole peut-être. à- Attends, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui. Vous n'avez pas eu d'autres remarques? Non. Moi Vous, Ah. ou d'autres personnes également, mais enfin vous, puisque vous avez commencé à parler, allez-y. Mais c'est pas la peine, c'est là. Vous voulez poser une question en Et rapport avec. n'accaparez pas trop Non, non. il faut que la On parole ne soit pas trop comprend bien où a disparu accaparée. la femme aussi dans l'histoire de l'art, et c'est le modèle qui disparaît derrière la peinture elle-même, quoi. Enfin, je lance ça un peu comme ça, c'est facile, je sais, mais... La femme qui disparaît dans Enfin, le. je veux dire, on a été aussi beaucoup modèles, quoi. C'est peut-être une remarque très C'est vrai. simple, mais je veux dire, la partition, c'était un peu celle-là, et c'est ce que vous disiez avec les associés, même les femmes des peintres ont été souvent leurs modèles, elles sont devenues un peu leurs associées, mais elles n'étaient pas associées dans le geste pictural lui-même. Sauf les Donc, je pense Delaunay. que ça, c'est assez symbolique. Enfin, je lance ça un peu comme ça, mais je trouve que c'est assez... Oh, bah, les femmes étaient assujetties de toute façon. Non, mais oui, mais... Il y avait toujours une inégalité de vocation et de statut. Je comprends de ce point de vue-là. L'histoire du modèle féminin est effectivement une question qui se pose dans l'histoire de la peinture, puisque je me souviens d'un artiste dont Derrida m'a parlé, qui se proposait de déconstruire justement cette représentation féminine dans l'histoire de la peinture. Et donc c'est une certaine Colette de Blé qui a fait des petites aquarelles. Il a commencé par des lavis. Alors, ça l'a intéressé Derrida parce que Lavie ne connaissait pas la technique, il y avait le jeu de mots sur la vie, il esthétisait un peu, conceptualisait avec son génie philosophique la notion de la vie. Et puis quand même on a une femme qui représentait les grands tableaux des peintres masculins, de Rubens, de Titien, etc., de Rembrandt, sur quelques petites tâches, etc., découpant un peu la représentation et donc déconstruisant, semble-t-il, mais ça me paraissait là une caricature et quelque chose de totalement erroné, un geste politique. Au lieu de peindre plus directement, à mon sens, elle s'en prenait à l'histoire de la peinture. Et Derrida trouvait ça très bien. Alors il y avait encore une autre notion qu'on pourrait développer, qui était le tremblement de l'image dans la facture même utilisée par le lavis. Donc est-ce que c'est une image qui tremble? Parce que le lavis, vous savez, c'est quelque chose qui bouge. Et donc une citation tremblante, en l'occurrence. Voilà, il faut discuter sur ce que faisait la peinture de citation, parce que pour moi ça n'existe pas en réalité, la peinture de citation. On voit Rubens justement qui a repris par exemple une sculpture célèbre de représentant le suicide de Sénèque. Donc on a la tête de Sénèque, et puis je crois que le buste est assez connu en type. Il faut le savoir, il n'a pas cherché à citer. C'est très important ça. Vous avez des modèles antiques qui sont repris et qui ne sont pas des citations dans l'histoire de l'art. Et on confond souvent l'utilisation d'un motif plastique et la citation telle que les surréalistes, les conceptuels et surtout une certaine postmodernité a voulu exploiter l'idée, à savoir une ironie par rapport à la représentation et donc une citation pour montrer le jeu des références et en même temps la parodie du jeu des références. Là encore une fois, la citation ne fait pas partie de l'histoire de la peinture alors qu'elle est très présente dans l'histoire de la littérature. Et il faut donc distinguer les arts et leur intérêt par rapport à des gestes que l'on prête aux autres arts et qui en fin de compte n'ont jamais existé. Ou alors c'est des pastiches et des plagiats, mais en histoire de la peinture, vous avez des reprises carrément de bustes, de formes, dans un registre formel plus large qui n'est pas parodique, qui ne destine même pas à être reconnu, qui ne destine même pas à être remarqué comme tel, comme un emprunt. L'art de la Renaissance est représentatif de ce point de vue-là. On peut voir l'influence d'une sculpture qui a pu être découverte, mais en définitive, on voit très bien d'ailleurs ce que Manet a pu reprendre de la fameuse comment dirais-je, gravure d'Antonio Raimondi, le graveur de Raphaël, qui a fait connaître les peintures de Raphaël dans toute l'Europe. Donc il a repris une partie de la composition dans son Déjeuner sur l'herbe, c'est très très loin. Et si on ne connaît pas la gravure, on ne peut absolument pas penser à Raphaël derrière, sa mise en place. Donc il faut faire attention à ce jeu de référence et faire attention donc à la parodie sexuelle, parce que vous avez énormément d'images parodiques sur l'identité sexuelle qui n'apportent rien à l'histoire des femmes. C'est ça le problème pour moi. Je comprends pas là. Dans la création des formes. On va passer à autre chose. Je comprends pas par rapport à ce qu'elle a lancé comme idée, la disparition du modèle. Il y a peut-être besoin d'interrompre. C'est parce que la critique de la représentation, je répondais si, je répondais par rapport à la présence du corps. Je répondais quand même. Oui, exposé, donc c'est intéressant parce que. Non, mais c'est intéressant parce que l'histoire. Donc il faut faire une histoire de l'histoire des modèles. Ça a déjà Modèles, largement modèles. fait. Comme il y a une histoire aussi des académies et d'enseignement. Qui existent, parce que quand je reviens sur Paula Modersohn-Becker, la difficulté qu'elle avait pour ensuite d'abord s'inscrire, pour entrer dans une académie pour apprendre, et puis ensuite défendre un point de vue
novateur Mais c'est l'histoire du dans nu, sa hein, façon quand de même. travailler par rapport au, C'est l'histoire du nu, plus important. par rapport au point de vue des hommes qui étaient à l'intérieur. Donc, effectivement. Mais l'histoire du corps de la femme, sous la forme du modèle, et dans le motif plus ou moins réel du peintre et son modèle, avec la parodie que l'on connaît, ça s'inscrit quand même dans l'histoire du nu. Et qu'est-ce que le nu? Est-ce que c'est... Bon, il y a eu effectivement des histoires du nu assez Et développées. qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Voilà, il y aurait 2-3 images, je passe rapidement. Là. Voilà, organisez ça. Voilà, il est venu un peu. Alors ça, c'est celui qui m'a formé, qui fait le lien entre les générations. Alors lui, vous voyez plus de ce monde maintenant, c'est un certain René Pradès, qui n'est pas connu, mais qui m'a enseigné donc la peinture selon les critères de... Qu'est-ce que c'est ça? C'est René Pradès, le thème moyennement d'ailleurs. Ben c'est Voilà. bien, Et ça. qui se réclame énormément de Jacques Villon, énormément comme vous voyez. Et donc de Piero La Francesca aussi. Ah oui. Ce peintre donc est un des plus géométrisants que je connais dans l'histoire. Bon, il a évolué à l'époque du pop, vous imaginez, dans les années 60, 70. Moi je l'ai rencontré à la fin des années 70, donc avant d'entrer aux Beaux-Arts, mais il m'a beaucoup apporté, il m'a formé. Alors, il a fonctionné avec un des marchands, Camille Renaud, des Frères Duchamp et de l'école de Puteaux, mais bon, ce Camille Renaud n'a pas fait fortune avec la deuxième génération, puisque le pop art était la grande concurrence, et il n'avait pas seulement le pop art, il y avait un certain discrédit d'une certaine forme de peinture. Et lui, patiemment, sur des années, il faisait des peintures très, très élaborées, avec des fonds. Alors là, c'est un détail, hein, vous verrez en ligne son site, donc René Pradès, P-A-R-D-E-Z, donc c'était mon professeur de peinture, et vous avez les plans colorés. Il a aimé aussi de Stahl pour ce qui est des matières, alors on ne se rend pas très bien compte, mais ce sont des matières passées et lissées au couteau et à la spatule, très élaborées, et vous avez un travail de forme, alors, qui a été en partie inspiré par Giacometti, parce qu'il les a repris au pastel. Il faut imaginer donc une synthèse, c'est assez gros, mais c'est vrai, de Piero La Francesca, parce qu'il a beaucoup peint en s'inspirant de Piero La Francesca à ses débuts, donc cubiste, Piero La Francesca, et puis il a dynamisé la forme, dans la lumière, dans la couleur, avec Giacometti. La peinture de Giacometti, pour laquelle il avait une très grande estime, moi aussi, beaucoup moins pour la sculpture, vous voyez, on a un point de vue très original et assez fort. Moi, j'aime pas beaucoup les sculptures de Giacometti, mais j'aime beaucoup ses peintures. Et les peintures de Giacometti l'ont inspiré énormément dans le travail de la forme, puisque, comme vous savez, ces têtes sont des concentrés de croisement de lignes, dégageant des plans, etc. Alors lui s'en est servi en rationalisant et en développant les possibilités plastiques donc, de ce tantôt croisement de lignes. Et avec les passages qu'on peut faire avec le fond. Donc vous voyez très bien la filiation, évidemment, comme il aimait beaucoup Villon, entre cet autoportrait, ce genre de choses. Ah oui, c'est très étonnant ça. Donc j'appelle ça la nouvelle école de Puteaux. Excusez du peu de la modestie, mais disons qu'il y aura une nouvelle école de Puteaux de ce point de vue-là, moins avec cet homme-là. Cet homme-là et moi éventuellement. Oui, on dirait une architecture. En fait, c'est frappant, il y a quand même une grande différence avec Giacometti. Ah oui, Évidemment, puisqu'il s'en est inspiré, c'est pas Giacometti, mais grande différence. c'est le regard, parce que là, le regard est vraiment tourné vers l'intérieur, même comme si, un peu comme si on n'avait pas, tandis que chez Giacometti, c'est vraiment l'inverse. C'est vrai. Souvent, il y a ça, il y a ça, mais aussi la dynamique même de la ligne n'est pas la même. La dynamique même de la le registre formel n'est pas le même de toute façon. Il a utilisé le terme intéressant, il a dit qu'il a rationalisé. Giacometti ne rationalise pas de cette manière. C'est vrai. Du tout. Donc quand je dis rationaliser, c'est pas intentionnel. Non mais on le voit bien dans la façon qu'il traite. C'est pas intentionnel. Mais du coup, est-ce que c'est assez marrant de voir que là, il n'y a pas de regard ou je sais pas, quelque chose qui nous absorbe à l'intérieur. Le regard, en général, il s'en méfie un petit peu, au sens où, chez Giacometti, on évite la chose, mais vous savez qu'il y a quelque chose d'assez peu plastique dans la présentation d'un œil, où l'expression l'emporte sur la forme. Donc si vous faites une représentation un peu précise d'un œil, mais ça peut valoir pour n'importe quelle partie du corps, il ne rentrait pas dans sa plastique, ce que Giacometti faisait d'ailleurs, en brisant quand même la lueur, il cernait un peu l'iris, enfin il essayait de traverser quand même ce à quoi on s'attend à trouver. Donc une paupière, on ne sait plus ce que c'est, un œil non plus. Et donc, mais comme il joue plus sur des petits accents de lumière, etc., de lignes noires, croisées, grises, le regard peut apparaître. Pas toujours, mais il apparaît plus facilement. C'est vrai. Lui non, mais il joue davantage aussi sur une lumière parce qu'il voulait que la lumière, quelque part, soit diffusée à partir de la tête. Là. Ça fait une ombre, paradoxalement, comme si la tête était une ampoule, mais bon, je traduis grossièrement, mais chez Giacometti, non, sa lumière, de toute façon, vient du fond, vient d'un peu partout, elle est assez diffuse. Lui, quand même, joue sur un clair obscur, comme il admire beaucoup Rembrandt. Il y a 3-4 peintres pour lui qui comptaient dans ses sources.
et Rembrandt reste là. J'avais fait la copie de La fiancée juive, je ne sais pas si vous voyez ce tableau de Rembrandt, La fiancée juive que je faisais au pastel d'ailleurs pendant qu'il élaborait ces choses-là. Moi j'étais adolescent, c'était avant de rentrer aux Beaux-Arts, et il y a peut-être une influence parce que j'ai travaillé d'abord au pastel, cette manche de Rembrandt est énorme, qui est une construction infinie de plans et de lignes, parce que c'est avec des bâtons de couleur que je faisais la chose. Et d'une certaine manière, cette lumière-là diffuse à partir d'une forme, ce qui est rarement fait quand même dans l'histoire d'art, parce que la lumière vient plutôt de l'extérieur de la forme. Là, il voulait vraiment que la lumière se diffuse, émane de la tête. D'où le fait que les parties du visage peut-être soient un peu dans l'ombre. Mais c'est pas intentionnel, c'est moi qui reformule la chose après. Bien qu'il voulait quand même intégrer la lumière de Rembrandt, une certaine lumière sans clair-obscur. Vous voulez bannir aussi le clair-obscur, c'est compliqué, gardant donc les plans colorés. Vous voyez, c'est des exigences, parce que tous apparemment bannissent un peu le clair-obscur. Donc garder une lumière, des plans colorés plus ou moins vifs, une construction géométrique monumentale, des peintres les plus géométrisants que je connaisse. Malevich, ça me paraît baroque à côté. Parce que rien n'échappe à la construction, c'est une construction folle. Mais il passe par un stade que je dis stratégique, mais après à peindre gestuellement, un stade stratégique d'exécution, gestuelle, donc une manière gestuelle où on peint plus vite qu'on ne voit, en un premier temps, qu'on ne pense. C'est la facture donc impressionniste, la facture gestuelle des Vénitiens, etc. Donc j'ai appris à peindre aussi comme ça, alors qu'il m'a fait faire une copie aussi de Pierre Francesca. Là, il n'y a pas de geste, il n'y a aucun geste. Il en a fait beaucoup de peintures comme ça. Ah oui, il y en a pas mal. Vous pouvez en voir sur le net aussi, notamment des pastels qui sont peut-être plus proches de Giacometti, mais ça reste quand même loin, parce que le canon n'est pas le même, le volume n'est pas le même, mais il y a quand même un hiératisme qu'il avait séduit, une frontalité, et certainement la disposition dans le fond des grands plans. Ça tient un peu du surréalisme d'ailleurs aussi. Ici. De Maxler aussi, ça pourrait être dans une certaine mesure, dans la mesure où la tête. Ah, par contre, lecture de futuriste chez lui, c'est vrai. Et costume de futuriste. Ça appartient à une architecture. Ça peut être un cyborg, ça pour les connotations, on peut dire beaucoup de choses. Cette d'Apollon qui se trouverait dans un temple. Ah, mais il y a quelque chose comme ça. J'ai écrit un texte en ligne, vous pouvez voir. Donc j'ai écrit un texte où j'ai cherché. Parce que bon, ça peut être le golem, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être des figures templières, tout à fait. Il est assez mystique d'ailleurs, comme les gens de la section d'or. Il m'a appris la section d'or, vous savez, cette proportion fille qui remonte à l'Antiquité, qui est une convention, là aussi, il le reconnaissait lui-même, parce qu'en réalité, c'est des rapports qu'on retrouve presque instinctivement, puis il y a des choses qui ne correspondent pas à ces rapports-là et qui fonctionnent aussi. Il y a des endroits où les limites, c'est-à-dire c'est un surgissement. C'est très difficile de trouver des limites. Il n'y a pas de contour. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est des passages, toi qui aimes les passages. Dans l'autre, c'était. Il a travaillé les passages d'une manière très. Une seconde, je termine ma phrase. Dans l'autre, c'était dans Kouka, c'était une figure qui était noyée dans les couleurs, qui était jetée, on pourrait dire, dans un bain de couleurs, qui était mangée, dévorée par les couleurs. Là c'est une tête qui jaillit de l'espace. Je la vois ainsi, c'est-à-dire que c'est très architectural comme construction, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de contour. C'était, je crois, il y a pourquoi les figures ont-elles des contours, c'est dans Batson, vers une écologie de l'esprit, dans un petit texte où il y a un enfant, sa petite fille, qui lui demande pourquoi et c'est une phrase. Les figures ont-elles des contours? C'est une phrase qui a été tirée de William Blake, je crois, qui était également peintre, dessinateur en même temps que poète. Et alors, il s'interroge, mais en ont-elles véritablement? Là c'est la dissolution des contours, d'où jaillit la concentration de l'expression. C'est tout à fait étonnant, oui. On a l'impression que ça vient à la fois la tête éclate et à la fois elle vient du fond, constituée par des rayons qui s'entrecroisent. Et si, il y a beaucoup d'inspiration quand même, je ne sais pas, tu l'as connu, celui de Paez,
C'est celui qui m'a formé, je t'en ai parlé. C'est son Oui, prof. c'est ça, C'est il celui a- qui m'a formé, je t'en ai Donc parlé. il a bien dû être Il a en pas relation avec le surréaliste. Ouais. Mais il faut que tu t'approches. Si tu veux, il faut que tu t'approches ici. Si tu es plus près, il nous fixe très fermement. Ouais. Il y a un regard au fond des Très des orbites. fermement. Ok. Et c'est Tu quasiment omniprésent. Hein. Si tu cherches une expression, il y a toujours. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu regardais? Non, non, mais c'est ce regard-là. C'est Ah ça, ben il est c'est derrière des lunettes. la reproduction. Là, c'est pas les lunettes, il nous regarde, Franchement, je vois pas il du nous tout. fixe. Oui, mais la Par contre, regard est caché. Il y a le curseur qui est sur l'œil, là, non? Il n'y a pas de curseur. D'accord. Il y a un curseur sur l'œil, mais c'est pas grave, ça passe. Ah si, il y a quand même des lunettes. Il y a une monture de lunettes. Là-bas, ce qui est devant, c'est quand même un ensemble de Ouais, lunettes. là, c'est déjà. Il y a un regard. Ouais, c'est très vrai. intense. Ah, le regard est quand même grave, bien sûr. Le regard est très Mais intense. comme quoi on peut se Mais passer le regard est voilé de derrière. l'iris pour exprimer quelque chose. Et malgré tout, arrive à percer. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu comme dans la bouche et le devant de la lèvre supérieure, l'ensemble se concentre et devient matériel. Tandis qu'au fond, le reste c'est fait de rayons immatériels. Donc il y a un jeu entre le matériel et l'immatériel. C'est pour ça que je dis que ça appartient quand même beaucoup à cette époque de déconstruction, puisque le mot est prononcé de la figure et à la fois de reconstruction. Là, c'est très construit. Hein. De certaines C'est très construit. regarde. Ah mais c'est remarquable, ça c'est très remarquable. Tu vois. T'avais pas aimé? Ah J'ai oublié que je n'avais pas aimé. du tout. Si, je t'avais montré pourtant. T'avais trouvé ça pas extraordinaire. Alors, Et on a donc, il faut agrandir les images parfois pour mieux les voir. Où ça se trouve ça? Vous avez un site, site René Pradès, vous avez les. Où est-ce que ça se trouve? Ah bah là, malheureusement, c'est dans Où est-ce que ça se trouve? un local. Où? Son ancien atelier a disparu. Mais c'est dans un local. On peut visiter éventuellement. C'est un local où on met des peintures parfois pour garder les peintures. Et il n'est pas reconnu. Et où? Il n'est pas. À Puteaux. Ça se trouve à Puteaux, ça? Oui, mais pas dans un lieu d'exposition pour le moment. Et c'est dans un musée alors? Dans une cave. Non, c'est pas vrai. Ouais, ah bah si. On peut le dire, bah si. Bah, c'est un peintre en dehors du système, comment dire aujourd'hui. Il n'est pas reconnu. Quelle est la taille? La tête est au moins grandeur nature, sinon plus grande. Plus grande. Aussi grande Non, que elle n'est pas ça? si grande que ça, mais elle est grande comme ça, la tête. Ah ouais? 40, Voilà. 50. Et là c'est un détail. Donc vous avez en général, ce sont des panneaux assez grands quand même, d'1,50 m ou 2 mètres de haut. Parfois, oui, les personnages sont presque grandeur nature un peu plus grands. Et le fond est beaucoup plus grand. Bah, regardez sur le net, vous verrez qu'il y a des. On Mais voit ça mieux son n'existe propos. pas sur Internet. Ça Mais si, existe. mais si. Je l'ai prise Tu d'internet. l'avais? Je l'ai prise d'internet. Tiens. Et à quel nom? Bah Pradès, René Pradès. Je t'avais dit, il y a 2 René quand il est mort. Tu connaissais pas, mais c'était mon maître en peinture. J'en ai vu, mais je n'avais pas vu du tout. Il y a des pastels. J'aurais vu comme ça, je l'aurais noté quand même. Bah, tu peux regarder, il faut agrandir. Tu agrandis pas toujours les images. Il reste sur des timbres postes. Il ressent quelque chose, ça lui suffit. Il faut agrandir. Oui, oui, Il faut agrandir. Ça mérite. Ça mérite quand même. Un agrandissement, parce que bon, sur Internet, si on met pas de plein écran, on voit rien, hein, à mon sens, quand même. Mais ça fait penser, je ne sais pas, moi ça me fait penser dans un autre domaine qui est le domaine cinématographique, ça éveille l'idée de Fritz Lang, le cinéaste. Mais c'est peut-être parce qu'il ressemble à Lang et que Lang a des lunettes noires. C'est côté robot. Ou alors parce que c'est remarquez, un genre de... Les Tchèques sont venus pour Kutka. Ils l'ont rencontré, lui. Il y a eu un événement Kutka plutôt. Les Tchèques sont venus et le robot vient des Tchèques. Le robot. Bon, il y a quelque chose de façon de métallique chez lui, hein, de minéral plutôt métallique. C'est peu de la... Bon, il se réclamait de la chair, de la couleur éventuellement, mais pas de la... On ne peut pas dire que la chair soit présente. Il y a d'autres éléments, si on veut figurer sa peinture, d'autres éléments que la... Donc le minéral est très présent. C'est assez fasciné par les structures minérales d'ailleurs, du granit de Bretagne, on a des couleurs et des structures extraordinaires. Donc des plissements, hein,
Alors c'est quelque chose que vous regardez, puis vous en imprégnez quand même. Ce sont des peintures frontales que je vous ai montrées, hein. Il y a un face à face, une figure. Donc il faut montrer d'autres voies, quoi. Il y a pas, ce sont des hyper-rétiniens, mais qui ont inclus quand même beaucoup de choses, et qui se veulent dans une peinture à travers le XXe siècle, comme on voit. Puisque, bon, c'est un peu dommage. Bon, Giacometti est mort prématurément quand même, il est mort à 65 ans, je crois 64 ans, c'est un peu dommage. Et il n'y en a pas beaucoup de Giacometti. Et Bacon, bon, il est mort à un âge plus ancien, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a traversé les années 60, 70. Pour moi, il y a encore des gens évidemment comme Michel Freud, mais il y a très peu qui travaillent la forme. Il y en a très peu. Donc on n'est pas condamné à une sorte de dépouillement autodestructeur de la peinture vers l'aplat constitutif de toute réalité culturelle. Oui, il y en a encore deux autres. Pour finir. Je suis un peu long peut-être, on va passer. Non, c'est bien. Voilà. Ça c'est un peu flou. C'est pas le même celui-là. Non, c'est un peu flou. Ben, ça c'est moi, ça. Je me suis permis de me mettre dedans. Ah, mais c'est bien. Je ne sais pas si ça ressort bien. Oui, ça ressort quand même. Donc j'avais fait ça à 20 ans. D'ailleurs, je ne connaissais pas le Kupka, mais j'étais sous l'influence de Prades quand même. Et j'étais obsédé par les abstractions. Alors là, par contre, l'abstraction entoure davantage la figure. De dissociation et de concentration, ça devient très expressif. C'est très très bien. Donc vous avez la même idée. Hein. Bon, là, j'ai quand même sélectionné des choses pour que ce soit vraiment dans une continuité. Mais... Comment ? Bon, moi, je dis l'homme à l'échafaudage, mais franchement, c'est pour donner un nom. L'homme à l'échafaudage, si vous voulez, parce que c'est des structures. Oui, c'est ça. Il y a à la fois des... Il n'y a pas de nom. Il refusait les noms, hein, Prades. Il était très sévère. Il ironisait même sur les noms, mais bon, c'est dur après. Ah oui, c'est très bien, ça. Et où c'est que tu l'as, celui-là? Ah oui, il est chez moi, celui-là. Ah, mais il faut le sortir. Dans mon atelier. Oui. Ah, je peux vous amener des peintures, mais il faut venir en voir. Oui, mais il faut l'exposer. Ah, c'est de moi, ça. C'est de moi, ça. Je me suis permis de me mettre là, puisque je viens de là-bas, je voulais vous dire. Et il est grand? Grandeur nature. Comme ça? Non, pas aussi grand, pas aussi grand. Imagine une grandeur nature, bah presque quand même. Je fais des grandeur nature, toi. Mais toi à côté, oui. Bah si, c'est à peu près la taille, alors. Oui, je vois ta tête est à peu près la taille. La plupart des figures sont grandeur nature, chez moi, comme chez Prades. Même d'autres. Ah, mais c'est très original. Alors là, vous avez, au contraire, l'abstraction qui enveloppe complètement. Et mon propos, c'est toujours une obsession d'escroissance devant la figure, et puis de gravitation des abstractions autour d'une forme pivot. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des taches, ça peut être des plans, j'ai utilisé des drippings, ça peut être très varié. J'ai fait des compositions à plusieurs personnages où chacun a son abstraction aussi. La structure, la tête peut être atteinte et affectée, donc explosée. Elle peut être très structurée comme Prades, ou elle peut être assez naturaliste comme chez Kupka. Donc mon obsession, moi, c'est conquérir l'espace qui est entre la figure et le spectateur, si on veut formuler les choses de manière un peu réaliste et didactique. Donc plus il y a de choses devant la figure, mieux c'est par certains côtés-là. Parfois vous avez des tiges qui traversent, vous avez des élancements comme ça qui viennent par devant. J'avais parlé de saillance, moi, à propos des portraits de Derrida pour définir mon propos. La saillance, il faut que ça fasse saillir vers le spectateur. Mais j'ai fait ça en peignant de manière très très libre, quand je faisais au fond des choses sous l'influence de René Prades, parce que je faisais le Piero la Francesca, mais je faisais aussi je m'inspirais des archaïques grecs, je voulais les dessiner très librement, puis d'un seul coup je me suis rendu compte que je prenais du plaisir à sentir des plans qui se détachaient de la figure et qui venaient vers moi, ou des lignes, ou des tiges. Ça me produisait un véritable plaisir. Et du coup, maintenant, je peux faire une figure sans qu'il y ait quelque chose qui vienne par devant. C'est une sorte de rythme qui a dans ces plans, qui s'avance, qui recule, qui monte, qui se déplace. Donc c'est ça qui est tout à fait remarquable, parce que c'est des angles de perspective qui sont groupés et qui sont vus d'une façon différente, mais qui ne sont pas, qui sont dissociés, mais qui ne sont pas inharmoniques. C'est-à-dire que tu arrives à créer quelque chose qui est une unité de composition avec justement uniquement des plans dissociés. C'est pas du cubisme proprement parlé, mais je les placerai volontiers d'ailleurs dans
toute façon, on peut se réclamer un peu du Oui, cubisme, ça, dans les quand on est, successions, c'est sûr. dans les inspirations du cubisme, le cubisme expressionniste, mais qui n'est pas de... qui n'est beaucoup plus influencé par le cubisme que par une tendance à l'abstraction, je trouve. C'est pas... Ah bah non, parce que c'est très figuratif. C'est le cubisme. Très figuratif. Qui serait présent là-dedans. Certains diraient au contraire, on figure l'abstraction, d'une manière ou d'une autre. Soit comme structure, comme une tête, ou structuration des fonds. Ah oui, c'est très bien. Soit comme espace habité, envahi, métastasé, même j'utilise l'expression la métastasée. Ça prend envie. Moi, je prends comme critère de la peinture une peinture qui prend envie. Or là, c'est pas cette tête est une sorte d'éclatement, d'expression qui prend envie, comme chez Kupka. Et là aussi, c'est un paysage et qui pourrait être vu par une fenêtre d'un bureau ou quelqu'un qui est là, et tout prend vie. C'est à la fois qui entre par la fenêtre et le regard en sort, donc on voit des choses qui pourraient être des grues, qui peuvent être rien, et qui peuvent être simplement des barres de mesure d'un rythme, d'une partition, et c'est écrit comme une partition musicale, également c'est très très intéressant. C'est ce que je dirais si j'avais à commenter. Mais j'avais à commenter cette peinture et d'autres, alors il y en a d'autres qui diront autre chose. Qu'est-ce que vous diriez? N'hésitez pas, hein. Les avis sont bienvenus. Oui, mais pas. Si, je trouve ça très intéressant. Même les critiques. Oui. Et toi, les jeunes filles critiques, fortement critiques et féministes, qu'allez-vous dire? C'est un homme. Ça pourrait être. Mais en ce moment, je fais beaucoup de femmes. Depuis la féministe, je pensais à Vieira da Silva, qui est une très grande peintresse, une femme peintre contemporaine. Elle est bien qu'elle soit morte. C'est une grande portugaise, a fait des choses qui ressemblent. Il y a une femme qui vient en fait. Il y a une femme peintre qui était ma compagne, qui faisait des paysages, qui faisait aussi des choses comme ça. Vous allez voir ça après. Et on la compare un peu d'ailleurs à Vieira da Silva. Donc, bon, de toute façon. C'est un son du mouvement. Là aussi, c'était dans le rythme, ça veut dire que le tableau ne reste pas dans sa platitude, il s'anime de l'intérieur. C'est pour ça que quand on dit la modernité, c'est le plat, oui, si l'on veut, mais enfin, si l'on considère que le plat, ça veut dire le plat immobile et sans vie, on se trompe complètement. C'est le plat, mais le plat dans lequel il y a du mouvement et dans lequel il y a de la vie. C'est absolument incontestable. Et chez Manet aussi, c'est évident. C'est des précurseurs, et c'est ceux qui, à l'heure actuelle, ont fait des trucs ayant une valeur, c'est aussi le même principe. Avec une obsession plastique, oui, un propos, oui, un registre formel. Parce qu'il y a un avis en dehors, dans une image, en dehors d'un propos plastique. Il peut y avoir, au fond, une représentation onirique, où on n'a pas de travail sur les... Voilà, il en reste deux autres. Voilà, encore une dernière. C'est la dernière alors, c'est encore 2 mois, ça. Bon, ça vous donne l'idée de la structure. C'est l'avant-dernière. Oui. Ah, c'est la droite du mouvement, c'est bien. C'est la même idée. Pour ce qui est justement du travail plus près de la figure, où vous avez un décrochage des plans, vous avez des attractions qui sont comme agrafées, ou des choses comme ça. Peut-être la taille de la figure empêche de voir ce mouvement. Mais enfin, si elle est bien traitée. C'est la même idée aussi. Hein. Elle est bien traitée aussi. Donc à ce moment-là, on peut travailler effectivement on peut créer une exfoliation des formes, vous voyez, une sorte de c'est moins la structure qui est atteinte. Ce n'est pas coloré ici, c'est coloré. Il y a des couleurs quand même, mais ça n'a pas la même fonction. Mais la tête, pour vous dire, peut être affectée par un problème de bouillement de forme, peut-être donc une sorte d'escamation, vous voyez. C'est ça. Parce que dans Padès, il y a la figure qui est entièrement, on pourrait dire, constituée avec cette sorte de rayonnement qui fait un... que là, peut-être, alors, pourrait-on reprocher qu'elle redevienne, cette figure, trop contenue dans ses propres contours, tu vois. Donc, ah oui, on la tête ce mouvement qu'il y avait dans l'autre tête rayonnante, on ne la retrouve plus.
Et effectivement, malheureusement, là, on le voit un peu, mais c'est moins sensible. Il y a moins de premier plan, là, de toute façon. C'est plus contenu, mais c'est aussi plus à l'intérieur de la tête. Hein. Un peu plus. Mais l'expression est bien. Vous avez une idée il y a une expression. Des variations possibles. Il aurait fallu peut-être, il faudrait peut-être être plus audacieux avec l'expression, c'est-à-dire l'affaire, je reviens toujours sur la même idée, l'affaire se mouvoir. J'en ai d'autres, hein, qui sont différentes. J'ai mis celle-là pour qu'elle soit un peu en continuité, que ça ne rompt pas à l'effet de présentation de groupe, mais j'en ai fait bien d'autres qui sont très différentes. C'est un portrait. Non, pas spécialement, mais il y en a qui sont très colorées ou très déchiquetées, hein, très différentes, tu peux imaginer. Vous pouvez voir là aussi une partie de ma peinture en ligne, hein. Vous verrez des têtes qui sont totalement différentes, qui aussi de la couleur, qui les intègrent un peu jusqu'à des formes très très lisses, très classiques. Et l'abstraction qui peuvent tout à fait recouvrir une figure jusqu'à la faire disparaître, à la limite de la lisibilité. Mais c'est un échec, hein, ça disparaît, c'est pas le but recherché. Au contraire, la figure doit dominer son espace, et l'abstraction appartient à la figure. De ce point de vue-là, c'est toujours une forme centrée ou subjective. Une appropriation quand même par la forme de l'abstraction, quelle qu'elle soit, ou d'éléments ornementaux d'ailleurs, parce qu'on peut s'inspirer du rococo, ce que j'ai fait, on peut s'inspirer de volutes, donc d'un répertoire ornemental appartenant à l'architecture, des choses comme ça. Voilà, je vous en montre une dernière qui est un paysage, donc fait par ma compagne. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est un peu flou. C'est plus dans le paysage. Je sais pas si je vais un petit peu. Oui, il faut diminuer. Voilà, comme ça. Là aussi, il y a un mouvement rendu par ces... Alors elle a fait des paysages qui sont très structurés. C'est des paysages abstraits, bien sûr, des paysages, des espaces. Non, ça c'est Dominique, c'est ma compagne. Hein. Oui. Donc il fait des figures comme moi, qui a rien fait comme moi, mais qui a fait surtout des... Elle était abstraite de formation. Quand je l'ai rencontrée, elle était abstraite. J'avais eu un débat d'ailleurs avec elle au Beaux-Arts, elle ne jurait que par l'abstraction, comme beaucoup d'abstraits. Et je lui disais quand même, bon... carré noir sur fond blanc, ça ne vaut pas une tête de Franz Sachs en puissance plastique et en variété quand même. Et en fait, je me suis rendu compte dans sa formation, elle n'avait pas vu beaucoup les têtes de Franz Sachs, avec des grands plans, même à Piero La Francesca. Il y a mis à voir abstraitement, évidemment, une figure. C'est-à-dire qu'elle était un peu prise par l'a priori anti-figuratif, anti-représentation des abstraits. Et bien sûr, en dessinant un peu d'après la peinture ancienne, elle s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un regard abstrait sur n'importe quelle forme. Et donc l'abstraction n'est pas l'apanage, c'est ce que je vous ai dit l'année dernière déjà, l'apanage de la peinture abstraite. C'est une des confusions apportées à mon sens par l'abstraction au XXe siècle, c'est que toute peinture est abstraite. Et c'est quand même ce qu'a pensé quelqu'un comme Roman Carton, donc le phénoménologue que je vous ai cité la dernière fois, qui voyait donc abstraitement. C'est une époquée phénoménologique qui permet de voir, dans un bon cours de dessin, abstraitement n'importe quelle forme, y compris une tête. C'est ça l'idée. Donc, le peintre pour moi, en tout cas quand j'avais 15-16 ans, grâce à Pradej, le peintre pour moi est quelqu'un qui utilise un mode d'appréciation, enfin un regard abstrait sur toute forme. Oui, mais c'est pas du pur abstrait. Et il se découvre en un second temps. C'est pas du pur abstrait. Dans l'image, mais c'est parce qu'on est dans le niveau de l'image. Tu sais, moi j'oublie très vite que c'est un paysage. Je ne le vois même pas le paysage. Je ne le vois même pas. Souvent, une peinture se trouve être une tête. Il faut inverser les choses, ça se trouve être une tête. Quand je regarde un tableau, je finis par très rapidement par oublier ce que c'est, ce que c'est censé être, la référence. Donc une tête des Méline de Velázquez que j'ai copiée très tôt sous cette direction, d'ailleurs dans les Pradez, il n'y a pas plus abstrait que ça. Il n'y a pas plus construit en plus, pour parler de modèle féminin. C'est beaucoup plus solide qu'un Picasso, d'ailleurs, une tête des Méline. Vous avez des plans, c'est du béton, hein, c'est une construction.